Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 9e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 9, regardez le vide. Emma était morte d'inquiétude. Elle s'était réveillée en pleine nuit pour aller se servir un verre d'eau et quand elle avait voulu vérifier si Léo dormait bien, elle était tombée nez à nez avec un lit vide. Étant donné le contexte actuel et l'étrange comportement de son fils, elle s'était empressée d'appeler son mari. « Calme-toi, chérie. Il est peut-être juste sorti prendre un peu l'air. Tu sais bien qu'il fait ça parfois. » Pas au beau milieu de la nuit, Nathan. Et ses amis ont été assassinés. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et s'il était aussi la cible du tueur? L'inspecteur eut une vision d'horreur. Il s'imaginait son petit garçon recouvert de sang et allongé dans la neige, tout comme les pauvres Émile et Gaëtan. Il se précipita vers le commissaire qui était en train de faire un point avec le capitaine Leblanc. « Commissaire !» lança-t-il d'un ton qui fit frissonner le chef de la police. Que se passe-t-il, Nathan? C'est mon fils, il a aussi disparu. Les yeux du chef de la police s'écarquillèrent. Il se précipita vers le standard. « Josie !» cria-t-il à l'encontre de cette dernière qui était en train de lire un magazine. Quelques instants plus tard, on put entendre sur l'ensemble des fréquences de la police. Ici Centrale, appel à toutes les unités, disparition d'un adolescent type caucasien, cheveux blonds, environ 1m70. C'est le fils de l'inspecteur Bloom, les gars. S'ensuivit un élan de solidarité de la part des collègues de l'inspecteur. Sur les ondes, on put entendre de multiples messages de mobilisation. Ici Fonk, je me mets à tourner secteur ouest. Ici Chamek, on file à l'ouest. Maroni à Centrale, je quadrille le centre-ville. Nedelec, prêt à partir du dépôt. La sombre nuit enneigée prit alors des teintes bleu gyrophare, et les sirènes de police se mirent une fois de plus à hurler dans tout le village. L'hélicoptère venait de repartir du toit de la Silver Tower, laissant derrière lui Talion et Alias. Ce dernier décida de profiter quelques instants de la vue que donnait l'imposant bâtiment sur le reste de la ville. Il s'avança vers le bord et se mit à fixer l'horizon. Tu vois, Talion, dans chacun de ces immeubles, dans chacune de ces maisons, il y a des gens. Des gens avec des vies, avec des envies. Des gens qui ne savent rien de tout ce que nous faisons. Ils dorment paisiblement sans se douter de ce qui rampe dans l'ombre. Le Dokipa resta silencieux, tandis que la petite Lumine, logée sur son épaule, admirait la ville, dont les lumières se reflétaient dans ses yeux. Alias toussa. Il reprit. C'est une chose curieuse, la vie. On naît, on grandit, les choses s'additionnent. De nouveaux souvenirs, de nouvelles personnes. Puis à un moment, on se lève un matin, et l'addition devient une soustraction, et les souvenirs s'effacent, et les gens s'en vont. Talion rebondit sur les propos de son ami. Vous partez quelque part, Alias? Au royaume des regrets, sans doute. Vous êtes malade, Alias. Pourquoi vous n'en parlez pas? Le chef de la DPA se retourna, la mâchoire serrée. Parce que je n'ai pas envie d'en parler, Talion. Le Dokipa attrapa son ami par le bras. N'oubliez pas qu'avec un pharmacobook, on peut guérir bien des maux. Toute la magie du monde ne saurait guérir le mal dont je souffre, répondit Alias en se rapprochant du vide. Lui qui quelques instants plus tôt regardait l'horizon, avait maintenant les yeux rivés sur la rue qui passait devant la tour. Il resta figé quelques secondes. Il contemplait le vide.
Il voyait la vie nocturne défiler quelques centaines de mètres plus bas. Les voitures, les feux tricolores, les jeunes qui sortaient en boîte, les lumières des publicités de l'arrêt de bus. Lumine poussa un petit cri de détresse. Talion reprit. Vous savez, j'ai moi-même vécu tant de drames et vu tant d'horreurs, parfois créées par moi-même, que j'ai souvent songé au pire. Pour me protéger, j'ai développé une capacité à être apathique, parfaitement insensible à une grande quantité de choses. J'ai appris à me déconnecter de mes émotions, à tel point que je peux me plonger dans un état où brûler une ville entière ne me fait strictement rien ressentir. Durant de nombreuses années, je me suis réfugié dans ce mode de fonctionnement qui me rongeait de l'intérieur, autant qu'il broyait les personnes qui s'y heurtaient. Depuis que j'ai fait la connaissance d'Andrew et de vous autres, j'ai compris que lorsque l'on est bien entouré, on peut être sauvé. Alias sourit. Il tapota sur l'épaule du Dokipa. Ces paroles me touchent, mon ami. Mais je n'ai aucune envie d'être sauvé. Sur ces mots, le directeur général de la DPA se mit à marcher en direction de la porte de service qui permettait de quitter le toit. Hâtons-nous, mon cher. Nous avons encore beaucoup de travail et le temps est compté. Le véhicule aux vitres teintées venait de quitter la scène de crime. Assis sur le siège passager, Léo demeurait muet. Il s'en est fallu de peu, lança le conducteur. Si nous étions arrivés quelques secondes plus tard, le déroulé des événements aurait été des plus fâcheux. L'agent Cobalt tourna le regard vers le jeune homme qui serrait fort contre lui les 3 œufs bleus, tout en écoutant d'une oreille les informations qui fusaient sur les canaux de radio de la police et de la DPA. Ici Fonk, je viens de tomber sur des gars de la DPA à l'intersection des rues Cousin et Bouclier. Ils sont tous morts. La voix de Josie ne tarda pas à se faire entendre. Bien reçu. Ici Centrale, demande de renfort pour l'intersection Cousin-Bouclier. On a un groupe de soldats qui s'est fait fumer. En parlant de ça, je vais me faire une pause clope. Ici blindé DPA numéro 2. On se dirige sur les lieux de l'affrontement. Menace magique possible. Je répète, menace magique possible. Cobalt prit la parole. Bon, je pense pas qu'on se soit fait griller. Aucune réponse de Léo. Eh bien, on peut dire que t'es pas du genre bavard, toi. Tu pourrais montrer un peu plus de respect à l'homme qui t'a sauvé la vie. Poursuivit le conducteur. Vous êtes qui? Lança timidement le fils de l'inspecteur Bloom, sans regarder son interlocuteur. Je suis ton ange gardien. Soyez plus précis, sinon j'ouvre la portière et je saute. Les portes sont verrouillées. Je te ramène chez tes parents. Officiellement, tu tournais en rond dans la neige, dans un parc à l'autre bout de la ville. Et pour les œufs? Je vais les garder. C'est un des nombreux prix de ma protection. Ils sont à moi, s'énerva Léo. Vous n'avez pas idée de la puissance qu'ils renferment. Je sais très bien ce qu'ils renferment, répondit sèchement Cobalt. J'en ai déjà affronté. Vous étiez à pic au vent? Le conducteur ne répondit pas. Il s'empara de la radio de son véhicule et se mit à émettre sur les fréquences de la DPA et de la police. Ici, agent Cobalt. J'ai retrouvé Léo Bloom. Je répète, j'ai retrouvé Léo Bloom. Il va bien. Je le ramène chez ses parents. Terminé. Alors que la maison des Bloom se dessinait au loin, on pouvait voir que plusieurs véhicules de police s'étaient rendus sur place dans l'attente du retour du fils d'Emma et Nathan. Ne fais pas de bêtises, Léo. Continue de jouer les petits poussets, et tout se passera bien. Lorsqu'il entendit la phrase de Cobalt, le jeune homme se recroquevilla de colère. Il venait de comprendre que ce mystérieux agent de la DPA connaissait son petit secret. Et sans doute sa véritable identité. Mets les œufs sur la banquette arrière et recouvre-les avec le plaid vert, tu veux? Et toi, enroule-toi dans l'autre, c'est l'heure du spectacle. Léo s'exécuta sans broncher. Bientôt, le véhicule de l'agent s'arrêta devant la maison des Bloom. Il y avait là un gros attroupement de marmottanais, de policiers, mais aussi de journalistes de Marmottin FM, ainsi que Cassandra Darmin. Cobalt sortit du véhicule. Il fut accueilli par des flashs d'appareils photo et des félicitations de ses confrères. Il fit ensuite le tour de la voiture et alla ouvrir la porte à Léo. Léo, par ici. C'est Jean-Jacques Bardin. Et oui, moi, le journaliste star de Marmottin FM. Et le plaisir de tendre mon microphone à Léo, le survivant, pour recueillir ses premiers témoignages. Léo, que s'est-il passé? Qu'as-tu à nous raconter? Léo décida d'ignorer le journaliste.
Il se précipita vers ses parents qui l'attendaient dans l'allée, suivi de près par l'agent Cobalt. Le jeune lycéen se jeta dans les bras de sa mère en sanglotant. L'inspecteur Bloom s'approcha de l'homme qui avait sauvé son fils et lui tendit la main. Je crois que je vous ai mal jugé, agent Cobalt. Une lueur de satisfaction s'alluma dans le regard de l'intéressé. Je pense que nous cherchons tous les deux la même chose, mais que nos manières de faire diffèrent. Voilà tout. Je suis content que votre fils soit rentré à la maison, Nathan. Alors qu'Emma, Nathan, Léo et Cobalt échangeaient quelques mots, le commissaire interrompit la discussion. Nathan, j'ai fait placer votre maison sous surveillance. Maroni va veiller sur vous durant toute la nuit. Merci, commissaire. Le chef de la police se tourna vers Cobalt. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? Il était dans un parc à l'autre bout de la ville. De ce que j'ai compris, il était très perturbé par la mort de ses deux amis. Il a juste fugué. Je vois, répondit le commissaire en regardant Léo, qui finit par prendre la parole. Maman, j'aimerais aller parler avec l'agent Cobalt pour le remercier. Oui, vas-y. Le fils de l'inspecteur s'avança vers son sauveur en faisant attention à ce que ses parents n'écoutent pas la conversation. Il fit exprès de parler à voix basse. Qu'est-ce qu'on fait pour le flingue? On s'en occupe. C'est qui ce on? C'est leur date de mariage, c'est ça? De quoi? Le code, pour remettre l'arme à sa place. Oui. Bien. Serre-moi la main maintenant et souris à la presse locale. Du coin de l'œil, Léo remarqua que parmi la foule présente, il y avait une personne qui le fixait avec insistance. Une journaliste qui d'habitude était très bavarde. Cette personne, c'était Cassandra Darmin. Pendant ce temps, à la Silver Tower, José, un des techniciens de surface, passait la serpillière dans un couloir. Il avait un casque sur les oreilles et écoutait de la musique qui l'empêchait d'entendre à quelques mètres de lui les bruits émanant des toilettes qui se trouvaient à cet étage. Alias alternait des quintes de toux et des vomissements. Le chef de la DPA était mal en point. Quand il eut terminé sa douloureuse besogne, Alias tira la chasse d'eau et se rendit devant le lavabo pour se laver les mains et se rincer la bouche. Il se regarda quelques instants dans le miroir avant de sentir une violente douleur à l'arrière de son cou. Il serra les dents, dégagea un peu sa nuque et regarda dans le miroir. On pouvait voir qu'une discrète marque s'y était dessinée. Foutue promesse magique, marmonna-t-il, tandis que José arrivait dans la pièce, armé de produits d'entretien. Le technicien regarda le directeur général d'un air compatissant. Ça va mieux, monsieur Alias? Vous voulez que je fasse venir quelqu'un? Non, merci, José. C'est gentil, mais je préfère que tout ça reste entre nous, compris?